Et notre invité politique ce matin, c'est Adrien Quatennens. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nos coordinateurs de la France Insoumise Sport, parole du candidat Jean-Luc Mélenchon. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Jefferson des Sports de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Oriane, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Et on va commencer en parlant de l'Ukraine, évidemment. Adrien Quatennens, Vladimir Poutine qui fait pression sur les Occidentaux. Les Russes veulent que le gaz soit payé dès aujourd'hui en roubles. Refus de la France et de l'Allemagne qui continueront à payer en euros et en dollars. Bruno Le Maire a-t-il raison de ne pas céder ? Ah bah oui, dans la mesure où je crois que les contrats ont été signés dans une devise, c'est ne pas respecter les contrats que de la faire signer dans une autre. Normalement, on paye des contrats dans la devise que souhaite le fournisseur, sauf que là, en l'espèce, les contrats avaient été signés avec une devise et Vladimir Poutine en réclame une autre. Bref, que se passe-t-il ? C'est la guerre. Et donc, Vladimir Poutine essaye de préserver le rouble et de frapper le dollar. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, ça me permet de faire le lien avec une proposition de notre programme à laquelle je pense, c'est que nous proposons, par exemple, que pour les échanges commerciaux internationaux, il y ait une monnaie commune. C'était une revendication de l'altermondialisme pour éviter justement que les monnaies des uns et des autres ne servent d'instrument de pression géopolitique. Voilà. Ensuite, s'agissant du gaz, écoutez, il faut regarder ça avec précision parce que quand on a entendu parler de l'embargo sur le gaz russe, on peut se dire qu'a priori ça tombe sous le sens. La vérité, c'est que on refuse d'un côté le gaz russe, mais par contre, le gaz américain, qui est du gaz de schiste, qui lui, du coup, est extrêmement rentable dans la période, parce qu'il est rentable à $60 le baril, et maintenant il en coûte 115, celui-ci vaudrait mieux. Bon, je pense que... C'est pas votre avis ? Non, je ne crois pas. Je pense que pour sanctionner efficacement Vladimir Poutine, il faut frapper durement les oligarques autour de lui. Davantage que de faire des sanctions tous azimuts, qui non seulement ont pour effet, peut-être de solidifier le peuple russe avec le personnage qui a choisi la guerre, ce qui est détestable, de pousser sans doute les Russes dans les bras des Chinois, ce à quoi nous n'avons pas grand intérêt. J'ai vu que les Chinois avaient déclaré qu'ils investiraient eux-mêmes dans tous les secteurs économiques sanctionnés. Et à l'inverse, nous avons en effet besoin de garantir notre fourniture. Par contre, les oligarques autour de Vladimir Poutine, pour l'isoler lui du pouvoir qui l'entoure, et faire en sorte qu'il revienne à la table des discussions, ça c'est une nécessité. Par contre, mais juste du coup, ça va pas assez loin, c'est ce paquet les sanctions de sanctions les sanctions sur les oligarques, en tout cas, ne vont pas assez loin. Quand je vois qu'on a juste attrapé un yacht à la Ciotat, en réalité, il y a beaucoup à faire, et y compris, je vais vous dire... 150 millions de biens et d'avoirs qui sont Oui, gelés mais par exemple, l'argent des oligarques russes se trouve beaucoup dans les paradis fiscaux européens. Et il se trouve que le pouvoir en place en France n'y est pas pour rien, puisque souvenez-vous que c'est M. Macron lui-même qui avait fait en sorte qu'on retire un certain nombre de pays européens de la liste des paradis fiscaux européens. Parce que, évidemment, il y a des oligarques russes, mais pas que. Nous avons aussi les nôtres. Et donc, l'argent de beaucoup d'oligarques russes se trouve dans ces paradis fiscaux. Mais juste, pardon, je reviens sur le gaz russe parce que j'ai pas bien compris. Enfin, j'ai compris, il ne faut pas être dépendant du gaz de schiste américain. Mais qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon s'il est à la place d'Emmanuel Macron avec un Vladimir Poutine qui refuse qu'on lui paye son gaz en roubles ? On fait quoi du coup ? Non, mais là, en l'espèce, il y a la question des contrats qui ont été signés. Si le contrat qui a été signé... Ça, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous faites ? On arrête d'importer le gaz aujourd'hui ? On arrête d'importer le gaz de Russie, vous voulez dire ? Ouais. Non, on ne peut pas faire ça. Si on alors comment vous faites ? Vous payez en roubles ? Non. En l'espèce, c'est Vladimir Poutine qui ne respecte pas sa part du contrat. Normalement, oui, la règle, c'est que c'est le fournisseur qui décide de la devise dans laquelle on paye. Sauf que là, il y a des contrats qui ont été signés. Donc, en effet, en l'espèce, c'est un rapport de force, mais pour le coup, c'est Vladimir Poutine qui doit respecter le contrat. Par la diplomatie, de toute façon, quelle autre solution ? Vous savez, dans cette situation ukrainienne, évidemment que l'intuition première, quand on voit des femmes, des hommes sous les bombes, un Vladimir Poutine qui, alors qu'il se dit prêt à discuter, continue à bombarder Kiev, c'est absolument intolérable. Et on se dit, la première chose, c'est d'aller les aider, mais il faut voir précisément que fait-on et comment le faire. Mais vous ne dites pas, comme Bruno Le Maire, on se prépare à arrêter les importations de gaz russe. Pour vous, c'est pas la solution ? Disons que... c'est une solution dans l'arsenal, mais pour faire quoi ? Pour lui préférer le gaz de schiste américain ? Très franchement, la question mérite d'être posée. Je reste sur l'Ukraine. Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon veut sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Or, face à la guerre en Ukraine, c'est bien une réponse de l'OTAN qui se dessine sur le flanc Est. Que pourrait faire la France toute seule sans être dans ce commandement intégré de l'OTAN ? Parce que là, c'est une réponse des alliés qui était proposée. D'abord, plus fort à plusieurs. D'abord, voir une chose. Sur la situation telle que nous l'avons sous les yeux, elle est aussi le fruit de nombreuses années d'erreurs. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, ça fait plus de 10 ans que sur à peu près tous les plateaux télé, avec parfois des gens qui se posaient la question de savoir pourquoi il parlait de ça, il dit, écoutez, la question des frontières en Europe, depuis l'implosion du bloc soviétique, elle pose de nombreuses tensions dans une dizaine d'endroits.
Non pas que Jean-Luc Mélenchon, lui, ait envie de discuter des frontières, mais il dit les frontières sont en cause dans un certain nombre d'endroits. Soit on ne fait rien et vous prenez le risque d'avoir des conflits qui s'enveniment, ce qu'on a sous nos yeux aujourd'hui, soit on en parle dans un cadre diplomatique. Il proposait pendant longtemps une conférence internationale des frontières. Première chose, ça fait 10 ans qu'il le dit. La deuxième chose, alors évidemment que comme aujourd'hui, Vladimir Poutine seul a choisi la guerre. C'est lui qui a choisi de faire la guerre, donc c'est lui que nous condamnons, parce qu'il viole le droit international, et c'est absolument insupportable. Néanmoins, si on s'empêche d'avoir une analyse géopolitique qui consiste à dire que la volonté des Américains d'étendre toujours plus à l'Est le cadre de l'OTAN a contribué à la situation qu'on a sous les yeux, alors on se prive d'une analyse géopolitique complète. Oui, la question de l'OTAN est posée. D'ailleurs, je me demande ce matin ce qu'ont à dire toutes celles et ceux qui nous ont beaucoup critiqués sur le thème « l'OTAN n'est pas le sujet », alors que précisément l'OTAN est au cœur des discussions et des négociations qui sont en cours pour un accord de paix. Expliquez-moi donc pourquoi nous serions hors sujet, alors que précisément autour de la table aujourd'hui entre Ukrainiens et Russes, c'est de la question de la neutralité de l'Ukraine. Parce qu'il y a des pays souverains qui ont décidé de prendre cette alliance. Mais il y a beaucoup de sujets aussi à bien sûr qu'il y a des pays souverains, évidemment, mais ne pas voir que les États-Unis d'Amérique, puissance déclinante sur le front économique face à la Chine, choisit de dépenser toujours plus militairement. L'OTAN, c'est 1031 milliards de dépenses militaires pour s'étendre toujours plus à l'Est. Et que ceci a été un des ingrédients, pas le seul, mais un des ingrédients qui a poussé à la situation qu'on a sous les yeux. Très franchement, c'est se priver d'une analyse entièrement fondée. Mais ce qu'il faut se rappeler, pour résumer, c'est que pour concourir à la paix, c'est pas un état de fait qui se constate. Voilà, on se lève pas un matin en disant c'est la paix. La paix, ça se construit politiquement. Et la question, effectivement, de l'OTAN est posée. Et pour nous, pour la France, elle a un rôle à jouer sur la scène internationale, qui est un rôle de grande puissance médiatrice. Elle ne peut le jouer que si elle est indépendante. Et pour ça, non alignée. Par exemple, le mirage de l'Europe de la défense qui est arrimé à l'OTAN pose problème. Et j'insiste sur le fait que non aligné ne veut pas dire neutre. Quand Vladimir Poutine choisit la guerre, nous le condamnons. Nous ne sommes pas neutres à l'égard de Vladimir Poutine. Adrien Quatennens, l'autre actualité, c'est ce rapport du Sénat sur les cabinets de conseil qui parle d'un trop grand recours au cabinet de conseil. 1 milliard pour l'année 2021, près d'1 milliard pour l'année 2021. Le gouvernement a expliqué que ce recours au cabinet de conseil privé était utile. Il a notamment justifié ça par la crise sanitaire. Est-ce que c'est un argument que vous entendez? C'est un scandale d'État. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a plusieurs sujets dans un. D'abord, le recours accru à ces cabinets de conseil. Tout cabinet confondu, on est passé à une multiplication par 2 des dépenses en l'espace d'un quinquennat. Au total, pour l'ensemble des cabinets, c'est plus d'1 milliard, vraisemblablement. Et puis, quand on regarde dans le détail, pas mal de choses posent question. Quand on voit, par exemple, que le cabinet privé, parce que ce sont en fait des institutions qui font doublon avec l'État, c'est passe-moi ta montre, je te montrerai l'heure. C'est des PowerPoint bien léchés pour montrer comment on fait mieux avec moins de moyens. Mais par exemple, bon, j'en ai quelques-uns en tête, mais Boston Consulting Group, 1,5 million d'euros pour l'organisation d'une conférence des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu. Bon, McKinsey, 4 millions d'euros pour adapter l'administration à la baisse des APL. Ça veut dire qu'en plus, on découvre après que ces gens-là ne payent pas d'impôts. Donc des cabinets privés qui ne payent pas d'impôts. Bref, au total, le contribuable se fait plumer 3 fois dans l'affaire. Une première fois en payant des sommes pharaoniques pour ces cabinets de conseil. Une deuxième fois quand on découvre en l'occurrence que McKinsey ne paye pas d'impôts. Et une troisième fois quand la plupart de ces conseils servent à affaiblir nos services publics et notre protection sociale. Est-ce qu'on peut totalement se passer des cabinets de conseil, comme le dit Jean-Luc Mélenchon? Je pense qu'il n'y a pas des domaines de compétences où on Non, mais je veux dire, ça existe et on ne va pas faire semblant de découvrir les cabinets de conseil à la lumière de ce scandale. Mais je crois que nous avons une administration publique de qualité et qu'on peut faire avec les moyens de l'État pour le peu qu'on y réinvestisse. Donc, 0 recours si vous êtes élu durant votre quinquennat. C'est ce que nous avons dit, oui, en effet. Ni pour l'État, ni pour les collectivités. Et une dernière chose, même si M. Macron, visiblement assez fébrile face à cette situation... Est-ce qu'il doit rendre des comptes, Adrien Quatennens, sur cette question-là? Bien sûr. Moi, j'ai entendu la réponse d'Emmanuel Macron ce week-end qui dit oh, mais les attributions de marché public, ça répond à des règles. Oui, qu'ils aillent au pénal. Mais je veux dire, que les attributions de marché public répondent à des règles, oui. Que l'on constate après les règles d'attribution des marchés publics que, tiens, par le fruit d'un hasard qui parfois fait très bien les choses, un ami personnel d'Emmanuel Macron est chargé des contrats entre l'État et McKinsey, qu'on découvre par ailleurs que McKinsey a fait bénéficier au candidat Macron et peut-être même avant même au ministre de l'économie, c'est ce que dit un article de Mediapart, de prestations gratuites. On peut se poser quand même des questions. Vous en connaissez beaucoup, vous, des prestataires de services qui sonnent chez vous pour dire ah bah, tiens, monsieur, je viens repeindre vos murs, mais c'est gratuit cette fois.
Bon, très Donc clairement. Vous dites clairement, il faut vous demander à Emmanuel Macron de rendre des comptes. Mais oui, mais je crois qu'il n'est pas disposé à le faire visiblement, puisque de Mais toute de façon. quelle manière? Avant la présidentielle, vous lui demandez de s'expliquer? Mais de toute façon, clairement, cette situation, enfin, si nous étions dans une démocratie parfaite, le scandale McKinsey serait en mesure d'empêcher le président de la République d'être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, on parle quand même de gros recours à des cabinets privés et de gens qui ne payent pas d'impôts en France. C'est un scandale absolu. Je veux dire, il y a eu mensonge vraisemblablement devant une commission parlementaire. Voilà de quoi on parle au cœur de l'élection présidentielle. Donc je comprends que les Français s'en émeuvent. Un mensonge de et il faut McKinsey, expliquer pas les du choses. président de la République. Pour vous, il ne devrait pas se présenter aujourd'hui suite à cette affaire? En tout cas, il ne devrait pas simplement se cacher derrière l'idée de l'attribution des marchés publics. Ça va au-delà de ça, y compris sur la question fiscale et sur le recours accru. Enfin, pardon, mais puisque vous en reparlez, McKinsey, par exemple, avant d'être choisi en France pour la campagne vaccinale, ils avaient été condamnés aux États-Unis parce qu'ils avaient participé à la campagne de diffusion d'une molécule qui s'est révélée être une molécule pour laquelle des milliers de personnes ont fait des overdoses, etc. C'est pas forcément des gens qui sont partout très recommandables. L'autre actualité, c'est cette remise des prix sur le prix du carburant, sur le litre du carburant qui entre en vigueur aujourd'hui de 15 à 18 centimes sur tout le territoire. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un bol d'air pour les automobilistes? Incontestablement, mais très très insuffisant. Je veux dire, quand on voit le niveau de la hausse des prix, quand Jean-Luc Mélenchon a commencé à parler blocage des prix face à l'inflation, c'était 1,40 à la pompe. Vous voulez un blocage à 1,40 2 euros maintenant, oui. Et en fait... Vous le financez comment, Adrien? Mais c'est pas à nous de le financer. Alors c'est à qui? Non mais comment vous faites? Qui paye l'écart? Mais c'est-à-dire que c'est assez simple. Si vous voulez bloquer les prix, administrer les prix, ça ne demande même pas un passage devant le Parlement, c'est un décret de code du commerce. Voilà. À titre d'exemple... Et pourquoi 1,40? Pourquoi pas 1,30? Pourquoi pas 1 euro? 1,40 pour une raison simple, c'est que la première fois qu'on a parlé, nous, de blocage des prix, la première fois qu'on a assumé ce terme politiquement, c'était 1,40. Donc imaginez bien que 1,40, ça veut dire déjà les bloquer à la baisse et les ramener à un niveau de prix qui va soulager beaucoup de monde. Bon, mais qui paye l'écart? Les pétroliers? Mais très simplement, oui. C'est-à-dire, en fait, après, c'est plus notre sujet. C'est aux pétroliers de gérer cette situation. C'est un peu votre sujet, parce que comment vous faites s'ils refusent de payer l'écart? Mais vous croyez franchement, attendez, arrêtons-nous un instant là-dessus. Qui est en état, quel pétrolier est en état de refuser un marché de combien? 67 millions de personnes? Pensez franchement qu'ils vont le faire? Non, par contre, disons les choses. Est-ce que vous savez de quoi est... quelle est la cause de cette augmentation des prix? Vous le savez? L'augmentation des prix, elle est due à quoi, là? Spéculation. Eh ben voilà, merci de le dire. Une simple spéculation. C'est-à-dire qu'il y a les lois de l'offre et la demande du marché et qu'on pourrait, par exemple, les producteurs pourraient accroître la production pour limiter la hausse des prix. Ils ne le font pas. Donc ça suffit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des pétroliers qui s'enrichissent considérablement comme ils l'ont fait, avoir des résultats nets qui sont des records, comme par exemple a pu les réaliser Total, et avoir des Français serrés à la gorge. On parle de gens qui renoncent à se déplacer. On parle potentiellement de boîtes qui vont couler. Donc en fait, arrêtons de considérer que les lois de l'offre et de la demande et les lois du marché nous soumettent sans aucune raison. Donc oui, bloquer les prix, c'est valable pour l'essence, mais c'est valable aussi pour un certain nombre de produits de première nécessité. Notez par exemple qu'à La Réunion, dans nos outre-mer, là, à l'heure où on se parle, le préfet a pouvoir de bloquer 153 prix et qu'il y a des conseils citoyens dans lesquels on établit avec les citoyens la liste des prix qui doivent être administrés. Alors quel prix vous bloqueriez? Eh bien nous par exemple ça concerne les carburants, l'énergie, électricité, gaz et des produits de première nécessité alimentaire et hygiénique. Voilà, c'est-à-dire en gros soulager les gens. La question du blocage des prix n'est pas dans notre programme une mesure pérenne, c'est une mesure exceptionnelle pour faire face à la situation. Donc là aussi il y aura une liste publiée le 25 avril. Alors peut-être pas le 25 avril, mais on doit pouvoir l'établir démocratiquement et collectivement. En tout cas c'est clair, le carburant, l'électricité, le gaz. Et par exemple, les 5 fruits et légumes, a priori, dont on dit chaque jour qu'ils sont indispensables à la nourriture. Et voilà, je pense que c'est une mesure qui doit se faire face à la montée des prix. En revanche, j'ai juste une chose sur le pouvoir d'achat. Dans le programme, il y a d'autres mesures qui, elles, sont pérennes. Mais justement, on va parler du SMIC. On va rester sur le pouvoir d'achat, Adrien Quatennens, parce que vous proposez une augmentation du SMIC net à 1 400 euros par décret, là, notamment. Qu'est-ce que vous dites? C'est aux chefs d'entreprise pour le coup de payer, parce que c'est aux pétroliers d'assumer les prix bloqués. Est-ce que c'est aux chefs d'entreprise, aux patrons, aux petites entreprises, aux grandes, d'assumer cette hausse du SMIC? Alors, il y a deux choses à dire. Je vais commencer par dire la plus rassurante pour ceux qui vraiment s'en inquiètent, c'est que évidemment, l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, elle va avoir un effet en termes de cotisation sociale, et donc il faut que les plus petites entreprises, PME, TPE, les artisans soient accompagnés. Nous allons donc créer une caisse de péréquation entre les grandes entreprises et les petites pour qu'il y ait une solidarité
sur ses cotisations sociales liées à la hausse du SMIC. Première chose. Mais la deuxième, et qui devrait intéresser le plus, je crois, les PME, les TPE, les artisans, les commerçants, c'est que, évidemment, quand vous augmentez les petits salaires, à peu près 100% de votre augmentation de salaire, elle va dans la consommation populaire. Donc ça va dans le circuit économique. La plupart de ces activités auxquelles vous songez, artisans, commerçants locaux, des activités qui ne sont pas délocalisables, qui vont donc bénéficier les premières de cette augmentation des salaires. Voilà. Et puis ensuite, augmenter les salaires, c'est une question de justice, tout simplement, parce que les travailleurs de ce pays produisent beaucoup et la répartition de richesses se fait très mal. Ces 10 dernières années, par exemple, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%, quand dans le même temps, les salaires ont augmenté en moyenne que de 10%. Et l'investissement productif diminué. Donc, ce fut beaucoup l'heure du capital. Avec nous, c'est clair, ce sera l'heure du travail revalorisé par la hausse du SMIC qui va bénéficier d'abord à tous les salaires qui se trouvent autour de 2 000 € et ensuite des négociations par branche pour l'augmentation générale des salaires. Donc c'est gagner plus mais pas travailler plus. Mais en fait, encore une fois, entendez-moi, les Français travaillent déjà bien assez, produisent suffisamment. Par exemple, un travailleur français aujourd'hui, à lui tout seul, produit 3 fois plus de richesses qu'un travailleur français d'il y a 50 ans. Donc réfléchissez un instant. Si on produit plus de richesses avec moins de travail humain, mais que les salariés ne voient pas leur salaire augmenter en proportion, ni leur temps de travail diminuer, la question qui se pose, c'est où va l'argent ? La réponse, vous la connaissez. Donc il s'agit de mieux répartir l'effort et de mieux répartir la richesse produite. Sur les retraites, vous êtes pour un retour à la retraite à 60 ans. Comment vous faites avec un Sénat de droite qui n'en veut pas ? D'abord, on est avec un peuple qui le souhaite à 71%, le retour de la retraite à 60 ans. Eh ben, on cherche à convaincre, voilà, et puis... Les sénateurs ? Vous pensez que vous allez pouvoir convaincre les sénateurs de la droite et du centre de passer à la retraite à 60 ans ? Moi, je pense que rien n'est au-dessus de la souveraineté populaire. Et que si le peuple français décide le programme où il y a la retraite à 60 ans, c'est ce programme qui s'appliquera. Et qu'il y aura des mobilisations populaires, non pas des manifestations contre la réforme des retraites de M. Macron, mais du soutien populaire à la réforme de la retraite à 60 ans. Mais comment vous faites passer la loi ? Je ne sais pas, on discutera avec les sénateurs, mais le plus important, le suffrage universel, le plus important, c'est quoi ? C'est pas de savoir si les sénateurs vont bloquer une réforme que souhaite le peuple français. Le plus important, c'est de savoir est-ce que c'est sérieux de le proposer ? Pourquoi et comment on le finance ? Oui, c'est sérieux parce que, je ne reviens pas sur le discours, on produit assez de richesses. Si on produit 3 fois plus qu'il y a 50 ans avec la même niveau de travail humain, ça veut dire qu'on peut donc financer plus de retraités et de retraites avec le même niveau. En réalité, quand M. Macron dit « vous allez travailler plus longtemps », c'est une autre manière de dire « je ne partagerai pas davantage les richesses produites ». Jusqu'à présent, vous reconnaissez que votre mesure, elle sera compliquée à mettre en place. Absolument pas. Ah non, absolument pas. Je veux dire, techniquement, en tout cas, c'est facile à faire. Je veux dire, d'abord, rappeler que à 62 ans, un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts. Qu'au sein d'une même génération, il y a des écarts d'espérance de vie considérables. C'est 6 années entre un cadre et un ouvrier, 13 années entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. On dit parfois on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Non, c'est notamment parce qu'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. Donc c'est une question, encore une fois, de répartition de l'effort. Dans ce pays, à mesure que la part des seniors dans la population progressait, on a toujours consacré plus de richesses au financement des retraites. Donc là, pour financer la retraite à 60 ans, il nous faut en fait 2 points de plus de la richesse nationale, 2 points de plus du PIB pour financer la retraite à 60 ans. Ça peut se faire par la création d'activités et d'emplois qui vont remplir les caisses de cotisation. Si on fait l'égalité des femmes et des hommes au niveau salarial, ça permettra de financer la retraite à 60 ans. Et puis aussi d'augmenter en proportion, là où il y a les gros salaires, les cotisations, de manière indolore, mais pour financer la retraite à 60 ans. Oui, c'est souhaitable, il faut le faire. Et nous le ferons en tout cas. Et d'ailleurs, c'est le seul bulletin de vote qui le permet, puisque vous voyez bien que même Mme Le Pen y a renoncé. Peut-être d'ailleurs qu'il faut le dire ça à celles et ceux qui nous écoutent. J'entends que depuis que M. Zemmour fait toutes les outrances qu'on lui connaît, Mme Le Pen apparaîtrait comme quelqu'un de raisonnable, qui pourquoi pas d'ailleurs même s'occuperait des petites gens. Alors moi je m'adresse à ces personnes qui pensent que Mme Le Pen va solutionner leurs problèmes sur le pouvoir d'achat et tout le reste. Mme Le Pen, c'est quelqu'un qui ne veut pas augmenter les salaires, qui refuse le dégel du point d'indice des fonctionnaires alors que les fonctionnaires ont perdu par ce seul fait 20% de leur pouvoir d'achat en 20 ans. Mme Le Pen refuse le blocage des prix dont nous avons parlé et elle a renoncé à la retraite à 60 ans. Elle n'a pas complètement renoncé. Elle dit que si vous commencez à travailler tôt, vous partirez à la retraite à 60 ans. Donc elle a complètement renoncé. Donc elle a complètement renoncé parce que plus tard, ça sera 62 ans. Donc elle a renoncé parce qu'avant c'était la retraite à 60 ans pour tous et maintenant c'est
la petite astérix comme dans les contrats d'assurance. Vous savez, Madame Le Pen a renoncé. Donc moi, je veux que les gens l'entendent parce que Madame Le Pen, c'est l'autre candidate des riches. Son programme économique, c'est du macronisme repeint en bleu marine. Et il y a des gens qui se font berner et ils doivent l'entendre. Si vous voulez qu'on augmente les salaires, si vous voulez qu'on fasse la retraite à 60 ans, il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, c'est une opportunité. Justement. Les Français en ont par-dessus la tête qu'on leur fasse le coup du barrage au second tour. Bah là, on a l'opportunité historique de se passer de cette question-là en chassant dans les urnes l'extrême droite dès le premier. Juste un mot là-dessus, puisque vous y venez. Évidemment, vous êtes pour que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. La question ne se pose pas. Mais s'il n'y est pas, on n'a pas très bien compris votre position. Si un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qu'est-ce que vous direz à vos électeurs le 10 avril? Vous n'avez pas très bien compris? Non, on n'a pas très bien compris, parce que Jean-Luc Mélenchon dit qu'il va faire appel à sa base, aux 310 000 personnes qui ont voté pour sa candidature. Vous dites, c'est pas voter pour Marine Le Pen, c'est pas une option. Est-ce que clairement, le 10 avril, vous direz, oui, il faut aller voter pour Emmanuel Macron? Non, nous ne le dirons sûrement pas. Je ne le crois pas. Nous dirons, comme nous avons dit en 2017, parce que ce n'est pas une option compte tenu de ce que nous sommes politiquement, c'est-à-dire l'antithèse de l'extrême droite. Si, nous prendrons position. Parce que, pardon de vous dire, que dire pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, c'est prendre position. Par contre, ça veut aussi dire peut-être aux gens qui vous écoutent, dans ces cas-là, on s'abstient. Mais les gens feront bien ce qu'ils veulent. Et je vous le dis pourquoi, et c'est pourquoi d'ailleurs nous allons consulter la base pour savoir ce qu'elle entend faire. Mais dans cette consultation, que ce soit bien clair, le vote Rassemblement National ne sera pas une option. Donc ça sera soit le vote Macron, soit l'abstention. C'est le rayon paralysant sinon. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez plus rien faire. Et quand vous avez un président de la République sortant qui vous annonce un programme d'une brutalité sociale sans nom, qui maintenant veut s'attaquer à l'école. Vous avez entendu hier les quelques fuites qu'il y a eu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais moi j'ai entendu par exemple qu'il y a une discussion dans laquelle maintenant la rémunération des professeurs variable selon les résultats de leurs élèves, les notes des élèves, est en discussion. Ces gens-là veulent saccager l'État. Pardon, mais non, on ne va pas courir d'enthousiasme pour dire « Oh oui, c'est le rempart absolu ». Ces gens-là, d'ailleurs, participent à la progression de l'extrême droite dans notre pays. À force de casser l'état social que nous avions, de notre modèle de protection sociale, c'est eux qui, en réalité, font grimper l'extrême droite. Quatennens, comme vous êtes sur l'extrême droite, est-ce que vous estimez, vous aussi, que, comme Emmanuel Macron, Marine Le Pen a été banalisée dans le discours ambiant? Sans doute, oui, sans doute. Et à force, y compris que un certain personnel médiatique parfois disent « Ah, Madame Le Pen a fait des efforts, elle s'est recentrée ». Non, on juge les candidats en politique sur la base de leur programme. Donc pour vous, Le Pen, quand vous lisez le programme de Madame Le Pen, c'est un programme qui est assez banalement d'extrême droite sur beaucoup d'aspects et qui, économiquement, je le dis, n'est pas très éloigné du macronisme. Voilà. Par exemple, Madame Le Pen, un autre exemple qui me vient, quand elle vous dit qu'elle va augmenter vos salaires, puisqu'elle n'augmente pas le SMIC, en fait, elle vous fait payer vous-même votre propre augmentation de salaire par la baisse de vos cotisations, sans vous dire qu'après, c'est par l'impôt ou par la contractualisation d'assurance privée que vous allez devoir régler le problème. Donc je crois vraiment, et je le dis, que des tas de braves gens, parce qu'il y a des gens qui croient aux thèses identitaires, ethnicistes de l'extrême droite, ceux-là, ils sont plus compliqués à convaincre. Mais par contre, il y a des tas de gens qui sont ce que nous avons appelé avec Jean-Luc Mélenchon les fâchés pas fachos, des gens qui sont en colère, dont la situation sociale est désastreuse, qui pour une raison qui moi m'échappe, pensent que Madame Le Pen va solutionner leurs problèmes. Eh bien, il faut pied à pied leur dire, dites-nous en quoi. Regardons son programme et dites-nous en quoi il va améliorer votre sort. Par contre, oui, si vous voulez l'augmentation des salaires, le blocage des prix, là vous avez un candidat qui lui le permet, donc un bulletin de vote qui vaut plus qu'un bulletin de vote. Une dernière question. Vous parlez de votre candidat Jean-Luc Mélenchon. Un baromètre Doxa qui a été publié récemment estime que les Français ont une mauvaise opinion de Jean-Luc Mélenchon. 68% des Français ont donc une mauvaise opinion, 63% ne le jugent pas honnête, 78% le jugent impulsif et 70% agressif. Est-ce qu'il y a un problème avec la personnalité de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est ça qui peut être le plafond de verre finalement de la France insoumise? Vous savez, cette personnalité clivante dont on connaît les débordements passés. Vous savez, d'abord, il y a des sondages, y compris sur sa personnalité, qui sont moins sévères que ceux que vous présentez là, d'une part. Mais ensuite, une élection présidentielle n'est pas une opération de séduction. La question qu'on vous pose, c'est pas êtes-vous amoureux de Jean-Luc Mélenchon, d'accord? La question qu'on vous pose, c'est que pensez-vous de son programme? Parce que c'est là-dessus qu'il faut. Il y a une question de confiance. Alors, attendez, c'est pas la même chose. Être séduit par un candidat ou avoir confiance en lui, c'est pas la même chose. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui triche pas et qui, à 70 ans, n'est pas en train de préparer une carrière. Et quand il vous dit, si c'est ce programme que vous choisissez, quels que soient les obstacles, c'est ce programme qui s'appliquera, je crois que les Français ont des raisons de le prendre au sérieux. Et je le confirme. Parce que si nous sommes élus, c'est ce que nous ferons et nous l'appliquerons. Et nous anticipons même les obstacles qui pourraient se dresser devant l'application de ce programme. C'est la souveraineté populaire qui est au-delà de tout. Et pardon de vous dire que un candidat d'expérience comme Jean-Luc Mélenchon, sa 3e candidature à la présidentielle en effet, quand vous allez dans des quartiers populaires dont nous avons besoin de la mobilisation, parce que l'abstention, on en parlait juste avant avec votre invité, c'est un risque.
Or, notre sort, il est scellé au niveau de la participation. Quand vous êtes dans un quartier populaire et que vous dites Jean-Luc Mélenchon, les gens savent de qui on parle, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats. Et ils savent ce qu'on a l'intention de faire. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de m'avoir invité. Coordinateur de la France Insoumise, porte-parole du candidat Jean-Luc Mélenchon.